Amazon vend environ 3 millions de livres, si je ne me trompe pas. Et maintenant, un homme va nous parler. Il a réussi à se positionner à la 8e place des livres les plus vendus en Allemagne et à la première place sur la liste des best-sellers de l'année 2017 du journal allemand Spiegel. Oui. Et cet homme est devenu un lanceur d'alerte. En 2007, il avait déjà mis en garde contre la crise bancaire. Il a mis en garde à temps et il a aussi montré tout ce qui s'est passé à ce moment-là, l'exemple de la crise de Lehman Brothers, tout cet effondrement. Mais comme ça arrive parfois dans la vie, parfois il y en a qui sonnent l'alerte, mais personne n'écoute vraiment. Nous parlons ici de Thorsten Schulte, connu sur Internet sous le nom de Silberjunge, en français garçon argenté. Voici sa biographie. Thorsten Schulte. Thorsten Schulte, né en 1973, a travaillé dans les services bancaires d'investissement de 1999 à mi-2008, notamment à la Deutsche Zentralgenossenschaft Bank et plus récemment dans la salle des marchés de la Deutsche Bank à Francfort. Pour lui, l'or et l'argent garantissent notre liberté financière. En tant que président de l'association Pro Bargeld Pro Freiheit e.V., il se bat passionnément pour la préservation de l'argent liquide et donc de la liberté et de l'indépendance. L'augmentation de la répression financière, des menaces contre notre liberté d'expression, mais aussi de mauvaises expériences personnelles dans les services bancaires d'investissement ont fait comprendre à Thorsten Schulte que l'information du public et la résistance sont devenues obligatoires. Suite à diverses actions et œuvres, il est de plus en plus souvent devenu un lanceur d'alerte, un auteur de best-sellers et un défenseur des intérêts du peuple. Dans le journal télévisé de ZDF et également sur le plateau d'ARD en avril 2017 au Salon des investisseurs du marché des matières premières Invest à Stuttgart, il a parlé de l'inconvertibilité du dollar en or. Schulte veut ouvrir les yeux du public sur les questions actuelles importantes et a lancé une série YouTube en 2017. Sa vidéo « Merkel enfreint la loi » a atteint plus d'1,2 million d'accès en peu de temps. Thorsten Schulte, écrivain renommé, auteur de best-sellers, spécialiste des marchés financiers et de l'économie, vous parle aujourd'hui sur le sujet « Dangereuse perte de contrôle ». Thorsten Schulte, soyez le bienvenu. Tout à l'heure, nous avons entendu que les tentatives pour corriger les choses n'ont pas été écoutées. Notre souhait aujourd'hui, c'est ça. Nous voulons écouter ça. Vous parlez d'une perte de contrôle dangereuse. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est quel contrôle a été perdu ou quel contrôle a été perdu, où il peut être regagné et qui l'a volé. De nombreuses questions. Vous n'avez pas besoin d'y répondre selon mon schéma, mais nous sommes très curieux de vous entendre. Bonne chance. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et je dois dire que si vous pouviez voir tout cela depuis la scène, quel spectacle vous me donnez ici, c'est vraiment impressionnant. Lors du salon sur les métaux précieux en 2014, nous avions la salle pleine et il y avait environ 1500 personnes. Et on m'a dit qu'aujourd'hui, il y a environ 3000 personnes qui sont réunies ici. Et ça fait du bien de voir tant de monde. Comme ça, on ne se sent pas tout seul et il y a beaucoup de choses où... C'est pourquoi je dis un grand merci aux organisateurs. C'est vraiment formidable ce que vous faites ici. Vous rassemblez beaucoup de personnes qui n'ont certainement pas la même opinion et qui ne vont peut-être pas être d'accord sur certains points que je vais évoquer, qui vont peut-être secouer la tête parce qu'ils ne sont pas du même avis. Mais regardez, il existe quelqu'un qui a écrit une dystopie et qui est de plus en plus oublié dans les écoles allemandes aujourd'hui parce que cette œuvre disparaît de plus en plus des plans d'éducation. Mon filleul a passé son bac récemment et ne connaît pas le livre 1984. Vous tous, je suis certain que tous dans cette salle, vous connaissez le livre 1984.
Et ce livre aujourd'hui, il serait plus urgent que jamais de le connaître. Et il faudrait l'étudier dans les écoles parce que les menaces pour notre liberté sont plus grandes que jamais. Mesdames et messieurs, et c'est en rapport avec le fait que notre système supporte de moins en moins la vérité, et j'aimerais aujourd'hui parler de mon expérience de cette année avec des vidéos et un livre pour sensibiliser, pour rendre clair, pour faire comprendre aux gens qui croient encore toujours. Ce que vous pouvez voir ici, je dois vous montrer la première diapositive. Les gens qui croient toujours qu'ARD et ZDF en Allemagne sont les médias les plus crédibles, que ces personnes se réveillent. Moi, j'ai eu mon expérience de réveil et j'ai été sensibilisé fin des années 90, lorsque j'ai passé une semaine dans une grande banque allemande en tant que manager Lipua. Et j'ai pu parler avec le directeur du nouveau marché de cette banque, qui à l'époque était le leader dans l'émission « Nouvelle idylle du marché ». Et je lui ai dit, « Il y a 3 mois, j'ai acheté cette action. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et il me dit, « T'es malade, tu la possèdes encore. Moi, je l'ai vendue dès la première semaine. Je connais l'entreprise, je connais le conseil d'administration. Bah les pattes. » Et là, en tant que jeune homme, j'ai commencé à devenir très critique. 10 ans ont passé depuis novembre 2007, et j'espère que je ne vous donne pas l'impression que c'est une chiffre molle qui est devant vous. Et dans l'introduction, vous avez déjà montré où j'ai travaillé à la fin. Malgré cela, j'ai une obligation de bonne conduite et de confidentialité envers mon dernier employeur. Je dois nier tout lien entre ce que je vais dire maintenant et mon dernier employeur. Mesdames et messieurs, c'est ce que je fais expressément. Mais il y a exactement 10 ans, mesdames et messieurs, j'ai fait une dépression qui a duré des semaines. Après 4 semaines, j'ai arrêté les psychotropes et en faisant beaucoup de jogging et de sport, j'ai réussi à me sortir de là et je me suis donné pour mission dans la vie d'être Silberjunge, le garçon argenté. Ce n'est pas toujours facile et le garçon argenté n'a pas toujours raison. Il n'a pas non plus la boule de cristal. J'ai décidé de fonder le garçon argenté et de combattre pour ce qui est important pour moi. Et j'espère qu'une grande partie de ce que je vais dire aujourd'hui va être important pour vous. Et l'affirmation de la liberté en fait partie. La liberté, c'est le droit de dire à l'autre ce qu'il ne veut pas entendre, mesdames et messieurs. Et cette affirmation provient de celui qui a écrit le livre 1984, George Orwell en personne. Il a dit beaucoup de choses correctes et importantes. Mesdames et messieurs, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, pas seulement de mon expérience personnelle, mais aussi parler de la façon dont notre liberté est menacée. Parler de l'argent liquide, un sujet important. Je connais quelqu'un qui va aussi parler de l'argent liquide, mais là, je ne veux pas en dire trop. Et j'aimerais dire au début que beaucoup de mes amis ne comprennent pas pourquoi j'ai investi beaucoup d'énergie et de temps l'année dernière dans 2 rassemblements sur l'argent liquide à Francfort avec le professeur Max Otte, le professeur Stabati, avec Gottfried Teller, l'ancien partenaire de l'agenda boursier, André Kosulami et d'autres personnes. Pourquoi j'ai mis tellement d'énergie là-dedans? Et il disait, qu'ils l'interdisent l'argent liquide dans les prochaines années, ou qu'ils le fassent mourir lentement, de manière insidieuse, ça m'est égal. De toute façon, je n'ai rien à cacher. Et je ne peux pas le répéter assez souvent, et je le dis à chaque conférence, et bien sûr ici aussi. Rappelez-vous ce qu'Edward Snowden, qui a dû passer des années à Moscou maintenant. Edward Snowden a dit, si on dit « la sphère privée, ça m'est égal, je n'ai rien à cacher », c'est comme si on disait « la liberté d'expression, ça m'est égal, je n'ai rien à dire ». Moi, j'ai quelque chose à dire et chacun d'entre vous a quelque chose à dire. Et il est important que nous défendions notre liberté d'expression plus que jamais et que nous fassions attention à ce que notre domaine privé ne soit pas éliminé. Et cette semaine, j'ai trouvé un article dans le journal allemand Frankfurter Allgemeine qui porte le titre « La Chine planifie la surveillance totale ». La Chine planifie la surveillance totale. Il s'agit d'un gigantesque système de points qu'on veut introduire pour en quelque sorte former des gens uniformes socialistes qui plaisent à l'image du Parti communiste. Par exemple, il est écrit qu'il s'agit de contrôler à travers ce système de points la fidélité des gens à la loi, leur bon comportement, défini par qui? Par le Parti communiste chinois.
l'engagement social de chaque citoyen, ses activités dans l'intérêt public, sa protection de l'environnement. Et les écarts par rapport aux normes sociales et morales, c'est punissable à travers ce système de points. Et 2 pages plus loin, il y avait un article de toute une page de ce même journal, Frankfurter Allgemeine, avec le titre « La fin de la liberté ». Là, par exemple, on explique que des gens se tiennent à un carrefour, qu'ils regardent sur un écran où on voit d'autres personnes avec leur visage qui ont traversé au rouge au passage pour piétons. Et au moyen de ça, on suggère ce qui est bien et ce qui est mal, mesdames et messieurs. Ça, c'est une société de non-liberté qui surpasse, je crois, même les pires craintes que George Orwell a décrites dans sa dystopie 1984. Et c'est pour cela qu'il est tellement important que nous sensibilisions les gens, que nous leur disions clairement qu'ils sont les ennemis de la liberté, que nous leur expliquions la portée de la menace de notre liberté, et c'est pour cela que je suis venu. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler. Et j'aimerais en particulier, ici en Suisse, en parler avec vous. Parler d'un autre point. J'aimerais vous dire, soyez fiers de ce que la Suisse se targue d'avoir la démocratie directe depuis 1991. Non, depuis 1891. Ça ne protège pas la Suisse de fautes, et je ne peux que dire que le plus important, c'est que nous avons besoin d'un peuple qui réfléchit par lui-même, un peuple de démocrates qui ne se laisse pas enlever le droit de penser, ni par les médias, ni par la direction politique. Avec mon livre et avec toutes mes conférences, j'aimerais faire appel à ce que vous utilisiez votre raison. Ne vous laissez pas enlever votre réflexion. Et je vois avec une grande inquiétude. Vous voyez ici par rapport à la décennie dans laquelle les personnes sont nées, quel est le taux d'encouragement face à la démocratie. Aux États-Unis, il y a encore 72% de ceux qui sont nés dans les années 30 qui disent que la démocratie est d'une importance essentielle pour eux. Mais regardez parmi ceux qui sont nés après les années 80. Il n'y en a plus que 30% qui sont convaincus que la démocratie est juste et importante. En Allemagne aussi, il n'y a plus que 48% des personnes nées après 1980. Je dois vous dire très sincèrement que si je regarde la démocratie de nos partis actuels, ça me donne des aigreurs et je pourrais même en vomir. Aujourd'hui, nous avons déjà parlé de multinationales et je viens moi-même d'évoquer la Chine. Mesdames et messieurs, les multinationales américaines ont fait des affaires dans les années 80 et ont utilisé la Chine comme prolongation de leurs ateliers de production pour maximiser les gains, pour maximiser les profits. La maximisation du profit, c'est le point crucial de toute décision d'une entreprise privée et au mieux aussi de toute décision politique. Tout le monde fait des affaires avec la Chine et des doutes quant aux standards démocratiques et sociaux ne sont plus du tout pris en compte et nous devons parler de ça, mesdames et messieurs. Au final, la liberté est totalement réprimée en Chine par le Parti communiste. Est-ce que ça dérange quelqu'un en Occident? Non. Même Mme Merkel fait une révérence devant M. Xi. Et nos médias n'ont rien de mieux à faire que, par exemple, quand Trump dit adieu au traité de Paris sur le climat, qu'est-ce qu'on fait alors? La Chine est présentée comme un ange de l'environnement. Ou bien si Trump s'exprime contre le libre-échange global, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors on donne à la Chine tout à coup une médaille de grand défenseur et avocat du libre-échange. C'est vraiment ridicule. J'ai dit à un intervieweur du journal allemand Frankfurter Allgemeine, Sonntagszeitung, que j'en parlerai quand il s'agira de mon expérience décrite dans mon livre. Je lui ai dit, il me semble que chez vous, les journalistes, il y a une pathologie qui est celle d'une schizophrénie aiguë quand il s'agit de la Chine. Et de ça, nous devons en parler. Et je vous dis, nous ne sommes probablement pas tous du même avis. Moi, ce que je recherche, c'est la paix dans la liberté. La paix dans la liberté, ça c'est très important. Pas seulement la paix, mais je recherche la paix dans la liberté. Et je vois la liberté menacée. Aujourd'hui, je ne pourrais pas tout dire en une heure, mais les risques géopolitiques, vous devez tous les connaître. Et nous jouons avec le feu. L'Occident joue avec le feu. Pas nous dans cette salle, mais les dirigeants occidentaux. Ils jouent avec le feu en Ukraine, en Syrie, ce qui arrive en ce moment au Proche-Orient, en Arabie Saoudite, au Liban. L'escarmouche avec l'Iran, la Corée.
Il y a tellement de dangers. Et je voudrais vous dire aussi, je crois que nous faisons une grande faute si nous mettons Poutine plus longtemps encore sur le banc d'accusation à cause de l'annexion de la Crimée et si nous ne levons pas les sanctions. Je ne fais pas partie de ceux qui disent, comme Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand, que Poutine est un démocrate irréprochable. Ça, je ne le dis sûrement pas. La liberté pourrait aussi être meilleure en Russie. Mais je souhaite néanmoins une coexistence pacifique avec la Russie, avec Poutine, pour ne pas mettre en danger la paix mondiale, parce que nous, Européens, nous serions les mêmes victimes si une troisième guerre mondiale éclatait, mesdames et messieurs. Avec les sanctions contre la Russie, j'aimerais le dire à cet endroit, nous commettons une grande faute stratégique en tant qu'Occident, mais dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, c'est surtout la défense de la liberté et pas d'un calcul et d'une stratégie. Mais regardez le dommage collatéral, c'est que nous poussons les Russes dans les bras des Chinois, et je ne sais pas si tout le monde va applaudir ici, si je dis que la Chine, depuis ma perspective, si je regarde les résultats du parti du 10e jour du congrès du Parti communiste, maintenant en octobre 2017, que je dis ici que la Chine, que je perçois la Chine comme une menace économique et militaire pour l'Occident, et donc pour notre communauté de valeurs, si l'on peut encore dire ainsi à notre époque. Autrefois, quand j'étais jeune, on parlait toujours de la communauté de valeurs occidentale, mesdames et messieurs, mais on pourra parler à l'avenir de la communauté de non-valeurs. Mais moi, je suis de l'avis que cette communauté de valeurs occidentale, que j'estimais en tant que jeune homme de 20 à 25 ans, qui m'a amené à faire la campagne électorale pour Helmut Kohl en Allemagne de l'Est en 1990, parce que je croyais en la liberté au pouvoir des idées libérales, je n'aurais pas pu imaginer à l'époque combien notre liberté est menacée aujourd'hui. Et de ça, nous devons parler ici et aujourd'hui. Et je trouve que c'est super que vous soyez tous ici, car ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui ont reconnu cette menace. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas isolés. Nous sommes nombreux et je suis absolument convaincu que nous devenons de plus en plus nombreux. Nous devons juste croire en nous-mêmes. Et nous ne devons pas avoir peur, comme l'a dit l'intervenante qui m'a précédé. Nous ne devons pas avoir peur. La peur paralyse. La peur nous met des chaînes. La peur nous bloque. Et c'est pourquoi nous devons être courageux. Et je vous dis que moi aussi, j'ai parfois des moments où j'ai peur, où des émotions négatives montent en moi. Mais on doit toujours à nouveau se regarder dans la glace et regarder. Moi, je suis absolument convaincu que nous nous tenons du côté du bien. Nous nous engageons pour la liberté des gens. Nous nous opposons au contrôle, à la tutelle de l'État. Je crois que dans 5 ans, nous pourrons toujours nous regarder dans une glace. Et tous ceux qui sont en poste dans la politique ou bien dans nos organes de sécurité, je ne sais pas s'ils pourront le faire, et encore moins ceux qui sont dans la justice. Mais je reviendrai là-dessus. Mesdames et messieurs, j'aimerais seulement dire, avant que je quitte ces diapositives, vous aussi les Suisses. Bien sûr, il n'y a pas que des Suisses ici, mais je m'adresse aux Suisses. Vous avez adhéré au FMI, le Front monétaire international. C'est en 1992 qu'il y a eu un vote populaire là-dessus. Et c'est qu'à l'époque, on ne vous a pas raconté, je ne fais aucun reproche à ceux qui ont voté pour à l'époque. Il y a quelque chose que la population ne savait pas, c'est que les pays qui ont adhéré à la Banque mondiale et à ce Fonds monétaire international, il y a une chose qu'ils n'ont pas le droit d'avoir, et c'est une monnaie couverte par l'équivalent en or. Ils doivent participer à ce système des intérêts sur les intérêts, à ce système avec l'argent papier, c'est important. Et ça a eu comme conséquence que votre franc suisse n'est plus couvert par l'or depuis la fin des années 1990. Ça veut dire quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons besoin de gens informés. Nous avons besoin de gens qui réfléchissent par eux-mêmes, qui ne se laissent pas enlever leurs propres réflexions. Et nous avons besoin de médias qui ne suivent pas aveuglément les multinationales par volonté de plaire ou par intérêts commerciaux. Nous avons besoin de médias qui informent la population et qui pèsent le pour et le contre, tout comme ce doit à nouveau être enseigné dans les écoles. Être ouvert pour la discussion, communiquer sa propre opinion, ne pas avoir peur de faire ça quand on dit sa propre opinion. Et lorsque j'étais récemment à Hambourg, on m'a donné un sondage représentatif en août 2017. 2000 personnes en Allemagne ont répondu à la question « Pensez-vous que dans notre pays, on peut parler ouvertement et librement de ce qu'on pense en politique et quelle opinion on a ? Ou bien est-ce mieux de se taire par rapport à certains problèmes afin de ne pas être mal vu ?» En juin 2016, 35% des 2000 Allemands interrogés ont répondu « Oui, pour certains sujets, il vaut mieux se taire. »
En août 2017, ce chiffre est monté à 48%. Mesdames et messieurs, j'ai des amis dans le parti de gauche. Je tutoie le vice-président fédéral du parti allemand de gauche, Die Linke, et j'ai fait une vidéo avec Alice Weidel avant l'élection législative du Bundestag. Il y a 5 semaines, je lui ai rendu visite à Berlin auprès du parti AfD, Alternative pour l'Allemagne. C'est ça la démocratie vécue. J'ai des amis au parti AfD et j'ai apprécié chacun d'eux. Et j'ai des amis au parti Die Linke et j'apprécie chacun d'eux. C'est ça la démocratie. C'est ça une société pluraliste. Et c'est celle-là qu'il s'agit de défendre. Mesdames et messieurs, j'aimerais rapidement vous expliquer une expérience que j'ai faite lors de la publication de mon livre. Il y a d'abord eu un cartel de silence. Vous avez même évoqué dans l'introduction que je suis déjà passé à la télévision allemande dans l'émission ZDF Journal, en août de cette année. J'ai été sur le plateau de l'ARD lors du plus grand salon des investisseurs à Stuttgart. Et ce qui est intéressant, et pour moi, ça a commencé à être suspect. Je me suis déjà dit que si je pouvais publier un livre où on voit Angela Merkel sur la couverture, bon, j'avoue que je n'ai pas mis la photo où elle a le plus beau sourire. Il y avait une certaine intention. Je savais qu'avec ce livre, je ne me rendrais pas forcément sympathique à l'establishment politique à Berlin, et donc pas non plus auprès de nos médias publics, car là, l'influence politique est énorme. Regardez par exemple le conseil d'administration de ZDF. Regardez les instances de décision chez ARD. On y exerce massivement de l'influence. Et c'est pourquoi j'ai été choqué d'apprendre que les statistiques que je vous ai fait voir au début, qui montrent que l'ARD et la ZDF jouissent toujours du plus grand taux de crédibilité auprès des Allemands. Je vous ai dit que je suis intervenu sur le plateau d'ARD en avril et que j'ai publié un montage vidéo sur YouTube où je n'avais sélectionné que les séquences où moi je parlais. Et mes interventions chez ZDF, NTV et N24 depuis des années sur mon canal YouTube. Là, personne n'a trouvé à redire. Et puis, début juin 2017, j'ai tout à coup reçu un message de YouTube disant qu'ARD, en fait, le Hessischer Rundfunk, qui fait partie de l'ARD, a porté plainte contre moi pour violation des droits d'auteur. Je n'ai donc plus eu le droit de publier les extraits de l'émission où je parlais. J'ai donc écrit à l'un des journalistes financiers d'ARD les plus renommés. Je le tutoie, je le connais depuis des années et je lui ai dit « Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service ?» Il m'a tout de suite répondu dans l'heure qui a suivi. « Cher Thorsten, oui, on devrait pouvoir arranger ça. J'ai mis ce mail en copie pour certains collègues. » 2 jours plus tard, j'ai reçu de son plus haut supérieur le message que, sur la base d'un argumentaire long comme ça, et suite à de quelconques règles du contrat public, on devait maintenir le constat de violation des droits d'auteur. Là, j'ai compris que cette histoire allait se poursuivre, parce qu'à ce moment-là, mon livre n'a même pas été publié. Il y a donc eu un cartel du silence, et ça, je peux vous le dire. Tous les médias du mainstream ont passé ça sous silence, et mon livre a été pendant 6 semaines sur la liste des best-sellers du magazine allemand Der Spiegel, entre la 1e et la 3e place. Maintenant, ça fait en tout 16 semaines que nous sommes sur la liste des best-sellers du Spiegel, et Markus Lanz, présentateur chez ZDF, a souvent des auteurs de best-sellers invités chez lui. En ce qui me concerne, on aurait dit que j'étais mort. D'ailleurs, 2 amis qui travaillent chez ZDF, qui ne m'appellent plus, c'est ce que je dois encaisser mentalement en ce moment. Et puis, il y a quelque chose qui a changé. Avant les élections législatives du Bundestag, c'était vraiment encore pire. C'est ce que je vais vous raconter encore. Et après les élections législatives, on a remplacé ce cartel du silence par un cartel de la calomnie. Je vous le dis dès le début, pour que vous compreniez que je ne vous raconte pas ça comme ça, et que je ne suis pas dans le rôle de la victime, et que je ne m'en persuade moi-même. Et pour que vous n'ayez pas l'impression que j'appelle à la pitié. Mesdames et messieurs, je vous invite à regarder ça. Qu'est-ce que vous en penseriez si M. Donischek, ce gentil monsieur sympathique qu'on voit sur cette image, s'il disait sur ARD juste avant minuit, heureusement ce n'était que devant 70 000 spectateurs, donc ce n'est pas trop mal. S'il vous stigmatisait comme théoricien de conspiration complètement taré, donc que vous le sachiez, ici se trouve devant vous un théoricien de conspiration complètement taré. C'est génial, non? Pour vous, c'est peut-être une sorte de titre de chevalier, ça me rappelle une citation de Lénine. Dis-moi qui te critique. Ah non, Lénine l'a dit plutôt comme ça. Dis-moi qui te félicite et je te dirai ce que tu as fait de mal. Moi, je dirais plutôt, dis-moi qui te critique et je te dirai ce que tu as fait de bien. Mesdames et messieurs, nous ne devrions pas nous leurrer. Des choses comme ça, que l'on publie, la majorité les croit. Il faut être bien clair là-dessus. Et ça, c'est de la diffamation. Et je ne suis pas le seul à qui on fait ça.
Dirk Müller a eu le même destin chez Markus Lanz, lors de la présentation de son dernier livre Slowdown. Et c'est toujours le même processus. On essaie de nous écarter, de nous stigmatiser comme des théoriciens de conspiration, afin que la masse ne s'intéresse pas du tout au contenu de ce qui est présenté, dit et écrit par nous. C'est ça qui se trouve derrière. On veut garder la masse à distance de ce que nous représentons. Et ça, c'est la manière de procéder. D'abord un cartel du silence, ensuite le barrage se brise et on ne peut plus passer la chose sous silence. Et alors, on mise sur la diffamation et sur le fait de nous appeler des théoriciens de conspiration. Vous voyez ici le texte, mais j'aimerais vous montrer encore autre chose. Le journal Der Tagesspiegel a écrit le lendemain, « Bien sûr, c'est un pur hasard, mesdames et messieurs, je ne voudrais pas que vous construisiez quelque chose de faux, parce que nous ne voulons pas faire de la théorie de conspiration ici. » Le Tagesspiegel a donc écrit un jour plus tard, une œuvre de la théorie de conspiration qui enseigne à avoir peur. Thorsten Schulte enseigne avec son livre de théorie de conspiration et sur les sites internet les plus importants, on trouve une fois de plus les accusations habituelles que les médias du mainstream et les librairies ignoreraient et boycotteraient le livre. Donc, en quelque sorte, comme si ce que je vais vous montrer n'était qu'une simple illusion de ma part. C'est quand même intéressant. Si vous lisez cet article en entier, vous allez constater qu'à aucun endroit on n'a évoqué le contenu de mon livre. C'est ça qui est grave. Mais comme je l'ai déjà dit, les contenus ne sont pas importants. Je dois simplement devenir une persona non grata qu'on doit absolument éviter. Attention, méfiez-vous d'une personne comme Thorsten Schulte qui est en train de vous parler. Ça, on doit tous le savoir et le montrer aux gens. Mais ça, ce n'est que la diffusion du mot « théorie de conspiration » sur Internet selon la source Google Books. C'est une fonction très intéressante. Vous pouvez y mettre toutes sortes de termes. Et ici, vous voyez comment, à partir des années 60-70, le terme « théorie de conspiration » est de plus en plus apparu. Pour moi, c'est vraiment une insulte extrêmement subtile si dans un dialogue, dans une conversation, quelqu'un me traite de théoricien de conspiration. Cela se produit toujours quand on ne sait plus quoi dire. Alors c'est ce terme, théorie de conspiration, qui tombe. Arrêtons enfin d'employer ce mot. Il ne sert qu'à stigmatiser et à réduire les gens au silence. Et que celui qui me contredit en ce moment ait raison ou non, ce n'est pas important. Dans une démocratie, je dois supporter qu'il y ait des gens qui pensent différemment. Et c'est justement ce qui fait la démocratie, qu'elle est une démocratie, qu'on puisse discuter, qu'il y ait une compétition des opinions, qu'on entre dans la compétition des idées. Et le professeur Daniel Ganser, que j'estime beaucoup et qui a déjà parlé ici, a fait des expériences douloureuses parce que lui aussi est constamment diffamé comme théoricien de conspiration depuis des années. Il a récemment expliqué d'où vient ce terme. Je rappelle seulement que c'était la CIA. Il y a aussi un document là-dessus. La plupart d'entre vous connaissent sûrement ça. En 1967, le département pour la guerre psychologique de la CIA a dit à ses agents d'utiliser le terme « théoricien de conspiration » et suggéré que des gens qui écrivent de telles choses, dans ce cas des doutes quant à la version officielle que Kennedy a été assassiné par un tireur isolé. Veillez à ce que insinuer simplement qu'ils ont des intérêts financiers. Donc le premier point, accusez-les d'être des théoriciens de conspiration. Et le deuxième point, accusez-les de ne faire ça que par profit. Et ça, en règle générale, c'est ceux qui ont inventé la recherche du profit qui le disent. Et ici, mesdames et messieurs, je vous montre un article publié par Frankfurter Allgemeine Zeitung. D'une page entière, c'est la dernière page sur l'économie. Une page entière d'affirmations sur moi. Et il y a entre autres écrit « Lorsque le parti AfD s'est formé, au début comme un club de professeurs, Schulte regardait d'un œil bienveillant. Je n'ai rien dit de cela dans l'interview. Rien. Ensuite, on peut y lire qu'avec Bernd Lucke, le premier dirigeant de l'AfD qui depuis a été mis à l'écart du Parlement européen et d'autres, j'ai fondé une association, l'initiative pour l'argent liquide pour la liberté. Et ce n'est pas vrai non plus. Il n'y a rien à voir avec cela. Ça, c'est vraiment de la super recherche de la part de journalistes du mainstream. Génial.
Il me semble que la vie associative n'est pas très florissante. Il n'y a eu qu'un seul rassemblement comme on peut le lire sur la page internet et ça s'était passé déjà 1 an auparavant. Alors déjà nous avons fait 2 très grandes manifestations. Nous avons distribué plus de 10 000 flyers. Ça, aucun stand d'info du CDU n'y arrive pendant la campagne électorale. Ça, je vous le dis parce que je le sais. J'y ai longtemps participé. Tout ça non plus, ce n'est pas vrai. Et ensuite, il y a écrit, Schulte est monté sur une scène à Francfort avec le critique de l'euro, Joachim Starbatti. Ça, c'est correct. Le professeur de Tübingen qui a voyagé à Bruxelles avec une carte du parti AfD. Et suite à quoi, il a échoué politiquement aux côtés de Lucke. Est-ce que vous sentez avec quelle subtilité on vous influence? Mon Dieu, ce Schulte traîne avec des gens. C'est grave. Et puis les questions de Max Otte, un autre frère d'armes. Max Otte était un autre frère d'armes ce jour-là. L'ancien professeur en gestion d'entreprise à Worms. Et maintenant, ça vient. Écoutez bien. Avec des conseils d'investissement médiocres et un agenda politique. Là aussi, vous voyez l'influence subtile. Max Otte donne des conseils d'investissement médiocres, ce qui veut dire, s'il vous plaît, évitez cet homme, etc., etc. Ah oui, et à la fin, il y a encore que je suis monté sur scène avec le président alternatif d'Allemagne. Je crois que c'était 14 jours avant les élections législatives. J'ai pu parler avec lui. Et puis, il y a cette phrase à mon sujet où j'ai pu découvrir avec plaisir que j'étais l'orateur le plus dynamique des deux. Ça donne l'impression que je suis une personne arrogante qui croit être un orateur. Génial, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit ça, mesdames et messieurs, je vous le jure. Mais pour celui qui ne me connaît pas, c'est quelle impression qui est donnée? Une personne arrogante qui se prend pour quelqu'un de particulièrement génial. Et ça, je vous le montre afin que vous voyez avec quelle subtilité les gens sont influencés. Moi, je vous le dis. Et c'est pourquoi nous devons parler de choses comme ça, afin que ceux qui sont encore à l'écart reconnaissent avec quelle méthode, quel système on travaille ici. Et moi, je ne suis qu'un exemple parmi d'autres. Je pourrais en nommer bien d'autres encore. Je viens de nommer Daniel Ganser, Dick Müller, Max Otte, tous sont mis dans le même sac. Le but, c'est de nous écarter, parce que nous faisons quelque chose. À savoir, dans mon premier livre, j'avais déjà écrit « Seuls les poissons morts nagent avec le courant ». Ça, c'était la première citation de mon livre « Le meilleur or, c'est l'argent métallique ». Et j'ai dit « Celui qui veut remonter à la source doit remonter le courant ». Nous voulons simplement être des esprits critiques, parler, discuter en dehors du mainstream. Et par exemple, nous voulons parler aujourd'hui du fait que notre système d'argent papier se trouve à l'agonie, dans un combat contre la mort, et qu'il existe des alternatives à cela. Rien n'est sans alternative. Il existe une alternative au système de l'argent papier. Il existe plusieurs alternatives au système d'argent papier actuel, et on doit en discuter. Et je dis aussi que les mauvais développements dont nous nous plaignons, que ce soit dans notre système d'argent papier, ou bien penser au TTIP, c'est quoi le TTIP? Et ça, je le redis tout le temps, même si certains Allemands ont du mal avec le mot Ermächtigungsgesetz, en français, loi de plein pouvoir. Mais je le dis tout à fait consciemment. Pour moi, les traités de libre-échange sont des lois donnant les pleins pouvoirs à des multinationales. Réfléchissez-y. Il y a justement une entreprise qui a porté plainte contre le gouvernement italien parce qu'elle n'a pas pu faire de profit, car elle ne peut pas faire de forage pour extraire du pétrole en mer Méditerranée. Si nous concluons de tels échanges, alors la primauté de la politique va encore plus être désavantagée. Aujourd'hui, elle n'existe presque plus. Aujourd'hui déjà, et cela grâce à ces multinationales qui mènent les gouvernements comme bon leur semble et à leur avantage. Ça, pour moi, c'est le point décisif, et en Europe, il s'y ajoute encore quelque chose. Le centralisme. Le centralisme, et d'ailleurs la Suisse est menacée d'y passer aussi, parce que l'Union européenne essaye toujours de soumettre la Suisse à la juridiction européenne. La Suisse ne doit pas permettre ça. Mes collègues allemands s'y sont malheureusement soumis. Mais ce centralisme qui rayonne depuis Bruxelles, il étouffe tout esprit critique. Il étouffe la compétitivité pour les meilleures idées et les meilleures solutions. Et là aussi, toute critique contre l'UE est assimilée à être anti-européen.
On est tout de suite un anti-européen si on critique l'UE. Et là aussi, c'est la mise à l'écart. C'est étouffer toute discussion dans l'œuf. Mettre à l'écart des personnes. Quoi? Tu critiques Bruxelles, tu critiques l'Union européenne, tu critiques la politique des réfugiés de l'Union européenne, tu es un anti-européen. Honte à toi. Et comme ça, on empêche toute discussion. Mesdames et messieurs, j'aimerais aussi vous dire ceci. Il y a un jugement de la Cour européenne pour les droits de l'homme. Ça, j'aimerais aussi l'évoquer pour mettre au clair que ça ne peut pas continuer comme ça en Europe. Il y a un jugement de la Cour européenne pour les droits de l'homme selon lequel l'État espagnol a dû payer 5 000 € à chacun des 2 réfugiés qui ont grimpé de manière illégale par-dessus un grillage de plusieurs mètres. Est-ce que vous en avez entendu parler? Référence 86.75.15 et 86.97.19. Mesdames et messieurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et c'est ce qu'on appelle une expulsion collective qui a eu lieu. Ça veut dire qu'on n'a pas noté l'identité de ces personnes. L'organisation Allemagne Pro-Asile, qui a porté plainte contre cela, n'a d'ailleurs pas dû prouver qu'il s'agissait bien de ces 2 hommes qui ont traversé la frontière illégalement, et le fait qu'ils ont passé la frontière illégalement, ça, ce n'est pas du tout important. La fin de l'histoire, c'est que l'État doit payer 5 000 € à chacun de ces 2 hommes nommés par Pro-Asile. Ça, bien sûr, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a d'autres jugements pénaux qui ont mené à la décision que les droits de l'homme de l'Union européenne ont un effet extraterritorial, ce qui a comme conséquence que de soi-disant naufragés, et ça je le dis consciemment, oui, soi-disant, à 30 km de la côte africaine, ils sont ramassés par nos gens qui n'ont pas le droit de les ramener en Afrique du Nord, mais on les ramène en Italie, en Sicile, qui se situe à presque 500 km de là. C'est absurde. Et c'est pareil si on parle de l'argent liquide. Il y a en Autriche des mouvements qui veulent mettre la protection de l'argent liquide dans la Constitution. Et le ministre des Finances autrichien dit que c'est complètement stupide, car si vous mettez ça dans la Constitution, le droit européen est de toute façon au-dessus du droit autrichien et ça ne sert à rien, mesdames et messieurs. Ça, ce n'est pas l'Europe que je souhaite. En 1992, le 31 décembre, je suis allé à Bruxelles avec des amis. J'y ai fêté le Nouvel An et j'ai fêté le début du marché intérieur européen. Mais c'était aussi l'époque où Helmut Kohl parlait d'une unité dans la diversité et a pris fait et cause pour la subsidiarité. En tant que jeune homme, j'ai eu le privilège de rencontrer Otto von Hamburg, le comte de Stauffenberg, du Parlement européen. Chacun d'entre eux, chacun a parlé dans son discours de la subsidiarité contre le centralisme. Demandez aujourd'hui à un député européen, je suis certain que la plupart d'entre eux ne comprennent plus ce terme. Mesdames et messieurs, et ça s'accompagne d'une perte de liberté, et c'est pour ça que c'est si dangereux. Et nous voyons ça avec l'argent liquide, où les développements sont insidieux, que l'argent liquide est proche de sa fin. J'aimerais rapidement lire quelque chose au sujet de mon livre, car je dois faire attention au temps, être bref. J'aimerais rapidement vous montrer ce qui m'est aussi arrivé. Cette page de Wikipédia, et vous pouvez faire ça à la maison. Vous tapez mon nom et vous trouvez des commentaires ravissants, et on y cite aussi le journal Tagesspiegel qui dit que mon livre est une œuvre de la théorie de conspiration et qu'il apprend à avoir peur. Ce qui est vraiment génial, c'est cette influence subtile. Schulte était de 1989 à octobre 2015 membre du parti CDU. En 1994, il était le manager de campagne électorale de Laurence Mayer. Plus tard, il a été le secrétaire du parti CDU, qui m'a aussi une fois présenté à Angela Merkel. Et puis, il y est donc écrit, lorsque celui-ci a posé sa candidature sans succès pour le mandat de maire. Donc, ce qu'on apprend ici, que si vous voulez perdre une élection, alors faites de Thorsten Schulte votre manager de campagne électorale. Hein? Ça, c'est la leçon. Si vous voulez avoir des échecs, voilà la recette. La fin de l'histoire, c'est qu'à l'époque, nous avons gagné presque 6,5% et lors de l'élection législative, au même moment, nous avons perdu presque 2,5%. Mais comme je l'ai déjà dit, faites de moi le manager de campagne électorale et vous avez déjà perdu. C'est ce que je veux dire avec cette manipulation subtile. Et ça n'existe pas seulement quand il s'agit de personnes, c'est aussi le cas pour des sujets. Posez des questions, prêtez-y attention, questionnez, lisez toujours le journal avec un œil critique. Ici, je vous montre un article du journal allemand Wirtschaftswoche, où il est écrit sur moi et d'autres personnes. Des prestataires de services financiers travaillent parfois comme des populistes pour attiser des peurs et promettre des solutions faciles. Mais ça, ce n'est pas une couverture médiatique sérieuse. Et on retrouve ça sur Wikipédia après.
Le journal allemand Wirtschaftswoche me compte parmi les experts financiers, populistes et qui promettent tout comme le professeur Max Otte, avec ses conseils d'investissement médiocres dont nous venons de parler. Dirk Müller y a aussi perdu sa réputation. Monsieur Dax, le professeur Polleit, c'est un économiste chef de l'entreprise de Gusa Goldhandeln. Nous quatre, nous sommes tous mis dans le même panier. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci au journal Wirtschaftswoche. Ça fait un bon moment que je me suis désabonné. Je ne sais même pas pourquoi. Ensuite, il y a eu, et là je ne vous montre que quelques exemples, vous pouvez l'afficher à l'écran pour qu'on puisse le lire. C'est juste pour montrer comment certaines personnes me décrivent et disent qu'ils allaient dans des librairies, et là on a prétendu que mon livre ne peut pas être livré. Ou on a prétendu que les délais de livraison étaient de 3-4 semaines, etc. Ça aussi, ça m'est arrivé, et ça m'arrive toujours. Et c'est devenu encore mieux. Vous pouvez le voir ici. La librairie Thalia, lorsque mon livre était en position 1, 2 et 3, elle a publié ça. Il y avait écrit « Best-seller du journal Spiegel. Thorsten Schulte. De contrôle, cette œuvre n'est pas présentée dans les librairies Thalia. » C'est aussi simple que ça. La police des pensées de George Orwell a frappé ici. Ça, c'est du terrorisme contre la pensée. Ça, c'est du terrorisme d'opinion. Et nous devons nous défendre contre cela. Et très rapidement encore, je veux encore évoquer quelque chose, car je veux encore parler du sujet des finances. Ici, vous voyez comment la liste des best-sellers du Spiegel a été falsifiée par le site internet Bucher.de. Mon livre était en 2e place et sur le site Bucher.de, mon livre n'existe pas et le reste de la liste est monté d'une place vers le haut. Dans ce cas-là, un grand merci à Bucher.de. Je n'achèterai pas de livre chez vous. Vous voyez la liste des best-sellers du Spiegel à gauche et à droite, vous voyez la liste des best-sellers du Bild et c'est très intéressant car le 7 septembre, j'étais en première position du classement des best-sellers de Bild. Dans les 2 semaines avant les élections législatives, mon livre a disparu de la liste, mais regardez à gauche où se trouvait mon livre dans la liste des best-sellers du Spiegel, tout en haut. Rien n'a changé. Après l'élection du Bundestag, mon livre était de nouveau à la première place. Mais celui qui prétendrait qu'on manipule la liste des best-sellers, ah non, surtout pas. Celui-là répand des théories de conspiration, et nous ne voulons sûrement pas le faire. Et la cerise sur le gâteau, j'ai voulu mettre une publicité sur la première page de la partie financière du journal allemand Welt am Sonntag, et ma publicité n'a tout simplement pas paru. Ça, nous ne l'avons appris que dimanche, et mon agence de marketing a eu 2 ou 3 exemplaires comme preuve, et ça, le département des publicités de l'éditeur Springer de ce journal croyait que la publicité allait vraiment être publiée, mais comme vous voyez, finalement, ça n'a pas été publié. Et on nous l'a communiqué le jour où le journal a paru, que, suite à des considérations générales, on aurait annulé cette publicité. Comme vous pouvez le voir ici, c'est donc comme ça qu'on nous traite. Ça, ce ne sont que quelques expériences que j'ai vécues. La citation que vous voyez ici provient de M. Voskuhle. Il est président de la Cour de justice fédérale constitutionnelle. Cet homme, vous pouvez le lire dans un article de Deutschlandfunk de 2016. D'ailleurs, avec tout ce que j'affirme dans mon livre, vous trouverez toutes les sources. Et j'ai fait l'effort de trouver des sources sérieuses, qui d'un point de vue du mainstream sont sérieuses, afin que les gens puissent vérifier, et c'est ce que vous pouvez faire vous aussi ici. Vous mettez le titre ici. Cet homme dit que ces 5 dernières années, et écoutez bien maintenant, il y aurait eu une sensibilité qui s'est créée et qu'on ne peut pas toujours mettre en pratique toutes les réglementations du droit. Et que des traités sont interprétés de manière large. Ça, c'est ce que dit le président de la Cour de justice fédérale constitutionnelle allemande. Mais moi, je n'arrive pas à croire ça. Ça me laisse perplexe. Mais c'est vrai, je suis en Suisse maintenant, et on ne peut pas m'accuser de monter le peuple. Mais moi, ça me laisse perplexe. Et aujourd'hui, nous pourrions parler d'une loi de mise en pratique d'un réseau qui a été transmis par le dernier gouvernement ou le dernier Bundestag. Est-ce que vous attendez d'un tel président de la Cour constitutionnelle qu'il soit pour le retrait d'une telle loi dont nous, les juristes experts en Constitution, nous disons qu'elle n'est pas conforme à la Constitution? Non, vous le voyez déjà quand il est question des promesses données au peuple et qui ne sont pas tenues en Allemagne. Le parti CDU a toujours proclamé qu'un État n'est pas responsable pour les dettes d'un autre État. Cette promesse n'a pas été tenue, et là aussi la Cour constitutionnelle s'est bien gardée de prononcer un jugement et a transmis l'affaire à la Cour européenne de justice. Moi, je dois dire que je suis consterné, et si la domination du droit est perdue,
alors ce n'est pas une bonne époque qui débute. Et c'est pour ça que j'ai essayé de montrer dans mon livre le plus de développement possible. Et j'aimerais aussi le faire rapidement ici. Et afin que vous voyez l'étendue de la menace de ces mauvais développements, j'aimerais donner un exemple. On a parlé de Macron, et s'il vous plaît, ne croyez pas que Macron soit le résultat d'un mouvement populaire. Non, non, il a été fait par des gens très très riches. Mais je ne veux pas diffuser des théories de conspiration, c'est pour ça que je ne donnerai pas de nom. Ici, vous voyez l'endettement total en pourcentage du PIB, qui est la somme de tous les biens et services qu'une économie produit en l'espace d'un an. Vous voyez d'un côté les dettes totales. Ce sont les dettes de l'État, des ménages privés, des entreprises. Le secteur bancaire n'en fait pas partie. Là, les chiffres seraient encore pires. Donc vous voyez la somme des dettes totales de la France et en bleu celle de l'Allemagne. Et que voyez-vous ici? Qui nage dans les dettes? Les Français. Et là, on comprend rapidement pourquoi Macron s'engage tellement pour les euro-obligations, pour un ministre des Finances européen, pour un budget européen commun. On comprend pourquoi son chef de la Banque centrale demande un fonds de stabilité d'environ 220 milliards d'euros, ce qui représente à peu près les 2/3 du budget fédéral allemand. Pour vous donner une idée. Personne de nous ne sait ce que représente 220 milliards d'euros. Est-ce que c'est peu ou beaucoup? C'est donc 2/3 du budget de notre République fédérale allemande. Quand on voit ça, on comprend pourquoi Macron parle comme il parle. Il veut une assurance chômage européenne, une responsabilité pour des faillites bancaires au niveau européen. Quand vous voyez tout ça, alors vous comprenez pourquoi il veut cela. Regardez, là je vous montre que la Banque centrale européenne, ou pour mieux dire la Banque centrale allemande, au nom de la Banque centrale européenne, a jusqu'à présent acheté 437 milliards d'euros d'obligations d'État. C'est cette colonne ici. Et ça, c'est 26% de toutes les obligations allemandes. En Italie, c'est plus de 300 milliards d'euros, et ça, c'est 16% des obligations, et elles ont une durée de 8 ans. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un énorme financement de la Banque centrale européenne aux frais des épargnants. Je le dirais ainsi, aux frais de ceux qui croient encore à la justice et à la loi, et en faveur des États qui violent de plus en plus la loi. Et à travers cela, nous créons une énorme bulle dans le marché d'obligations. Et toutes les assurances-vie en font partie, car elles ont mis 85% de leur argent dans de telles obligations, et un jour, ça peut devenir très dangereux. Mais tant que la Banque centrale est aussi active en tant qu'acheteur, des prix aussi faramineux sont toujours payés. Mais à travers cela, on crée un Partium Kingsdesdorf. Le problème, c'est que les gens ne posent pas de questions. Ils ne veulent pas sortir de cette zone de confort. Car il y a la croyance que ce village de Partium King est en réalité une forteresse qui tient ferme et qui tiendra ferme encore 10 ou 20 ans. Cette croyance fait que je continue à rester dans cette zone de confort. Et tant que cette zone de confort est ce nid dans lequel on s'abrite, alors des gens comme nous, qui mettent en garde et qui avertissent, restent des voix solitaires dans le désert. Nous n'avons aucune chance. Mais je vous prédis que dans les prochaines années, une époque va commencer où les yeux de nombreuses personnes vont s'ouvrir. Comme il y a plusieurs choses importantes aujourd'hui, et je dois regarder l'heure, je constate que mon temps est déjà passé, du moins celui de mon discours d'aujourd'hui. J'espère que mon temps de vie n'est pas encore terminé. Mais j'aimerais absolument vous dire encore une chose que je vous conseille vivement, car c'est un bon exemple pour les méfaits de ceux qui sont assis dans cette Banque centrale européenne. Regardez la vidéo sur ma page YouTube, Silber Junge, concernant le côté sombre de la Banque centrale européenne, où vous verrez aussi une conférence de presse où j'ai confronté Mario Draghi avec 2 questions en octobre 2016. Et j'ai voulu le questionner en janvier de cette année sur le manque de contrôle total de la Banque centrale européenne. Il n'y a aucun contrôle. Même les gens autour de lui et les membres de sa famille et Draghi lui-même bénéficient de l'immunité politique.
aucun policier et aucun procureur n'a la permission d'entrer dans le bâtiment de la Banque centrale européenne ou de voir des documents, même s'il y avait une grande suspicion, ou si on suspectait fortement, par exemple, qu'il existe des trafics entre insiders. Donc, aucun n'a le droit d'y entrer sans être autorisé par le président de la Banque centrale européenne. Et celui-là va bien sûr vous la donner tout de suite. Il n'y a aucun contrôle. Ça fait environ 2 ans et demi que la Banque centrale européenne est responsable pour la surveillance des banques. Le contrôle des banques importantes dans le système, c'est-à-dire de très grandes banques, et même là, elle refuse de faire une vérification des comptes. Ce qui, au niveau international, est tout à fait normal. Elle dit « Non, je ne veux pas faire ça ». Et elle fait référence à son indépendance. Mesdames et messieurs, au niveau mondial, nous avons créé des banques centrales indépendantes et on a dit à la population que l'indépendance est un aspect positif et ainsi elles sont indépendantes de la politique. Et vous pouvez voir d'après ce financement de l'État gigantesque combien elles sont vraiment indépendantes de la politique. En vérité, ces banques centrales sont totalement déconnectées. Et plus vous êtes proche de la banque centrale, et plus vous profitez de ce système de l'argent papier. Ça vaut pour les grandes banques d'investissement, mais mesdames et messieurs, ça ne vaut ni pour vous, ni pour moi. Et là, je vous montre ce qui arrive quand on achète des obligations d'entreprise. La Banque centrale européenne possède actuellement plus de 124 milliards d'euros d'obligations d'entreprise, dont 71 parmi les 1000 ne proviennent pas d'entreprises européennes. Il y a donc même des entreprises suisses. Peut-être que les Suisses aussi se réjouissent d'en profiter. Ce sont par exemple Roche, Nestlé, Glencore, toutes des entreprises dont le siège est en Suisse qui en profitent. Je veux vous montrer ça car c'est un point essentiel. Vous voyez ici le rendement d'entreprise qui avait été évalué avec une notation de 3B, avec une échéance de 5 ans. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du 3A. C'est la meilleure note. Les obligations de la République fédérale allemande ont par exemple cette note. Dessous, il y a le 2A, ensuite la note A, ensuite 3B. Et tout ce qui est en dessous de 3B, vous pouvez le formuler de façon positive en disant que ce sont des obligations avec un fort intérêt. Ou bien vous le dites plus clairement en les appelant des Jugbunds, obligations ordures. Obligations ordures. Les obligations de Camelot, ce sont des obligations à haut risque et donc elles ont aussi un rendement élevé car il y a un grand risque à les acheter. Les entreprises qui sont notées avec 3B ne sont qu'un niveau au-dessus de ces obligations Jugbunds et le taux de rendement que ces entreprises payent en ce moment est de 0,4%. 0,4%. Citez-moi une moyenne entreprise avec un fort bénéfice de 5, 6, 7% qui reçoit un crédit de sa banque ou de sa caisse d'épargne en payant ce niveau d'intérêt. Je n'en connais pas. Et c'est pour ça que j'ai reproché à Mario Draghi le fait que cette politique déforme complètement la compétitivité sur le marché. Et pour vous montrer que j'utilise toujours des sources sérieuses, tant ici que dans mon livre, et je possède moi-même un Bloomberg Terminal, et là je vais vous montrer certains graphiques, et vous pourrez vérifier dans la source marquée en bas qu'aujourd'hui, depuis le 10 novembre 2017, 278 obligations qui se trouvent en possession de la Banque centrale européenne, 278 obligations sur 1043 ont un rendement négatif, donc c'est presque 27% de l'ensemble des obligations qui ont un intérêt négatif. Et un intérêt négatif, c'est comme si le cavalier porte le cheval. Pour vous expliquer que tout est sans dessus-dessous par rapport à ce qui est normal, imaginez que vous prenez un crédit chez moi et que je vous paye afin que vous le fassiez. Vous remarquez ce qui cloche? Ça veut dire que faire des économies n'est plus gratifié. Et dans une société dans laquelle épargner n'est plus récompensé, qu'en est-il de l'autorité de la loi et d'autres choses encore? Moi, je vous dis que le système d'aujourd'hui, dans cette situation, supporte de moins en moins la vérité. Et cette répression financière, la répression contre la liberté d'opinion dont vous avez certainement déjà fait l'expérience tout comme moi, ou dont vous allez faire l'expérience, et que l'infamie des États surpasse de plus en plus notre imagination, tout ça n'est pas un hasard. Si on connaît ces choses, on sait pourquoi c'est ainsi. Et si vous le permettez, j'aimerais encore rapidement vous montrer encore 3 ou 4 diapositives, car je sais que je dois terminer mon exposé, mais juste pour que vous voyez de quoi je parle. Vous voyez ici combien le nombre de milliardaires a explosé. Au milieu des années 70, il y en avait 1. Au début des années 80, il y en avait 8. Et aujourd'hui, il y en a plus de 2000. J'ai l'habitude de poser la question. Croyez-vous qu'ils sont plus intelligents aujourd'hui, qu'ils ont des gestionnaires financiers beaucoup plus rusés?
On continue avec un graphique qui montre le QI. D'après une université américaine, et il ne diffuse certainement pas de théorie de conspiration, apparemment le QI décroîtrait au fil du temps. Donc, ça ne peut pas être la raison. Peut-être que vous avez entendu que le chef-d'œuvre le plus cher du monde a été vendu récemment à quelqu'un lors d'une vente aux enchères pour 450 millions de dollars. L'œuvre la plus chère en 1981 coûtait tout juste le montant ridicule de 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. Est-ce que vous connaissez les tournesols de Van Gogh? Ce tableau a été vendu à une multinationale japonaise en 1987 et coûtait presque 40 millions de dollars à l'époque. Aujourd'hui, 450 millions. Et là, vous voyez un graphique de la banque suisse UBS qui montre l'indice de bulle financière du marché immobilier. Et là, vous voyez où se trouve une ville comme Munich, par exemple, ou une ville comme Stockholm ou Toronto. Même UBS, selon cet indice de bulle financière, dit que c'est dangereux. Mais ça, personne ne veut l'entendre, et ça peut continuer comme ça encore très longtemps. Voyons encore rapidement cet autre graphique. En orange, vous voyez le patrimoine financier des citoyens américains en milliards de dollars, avec les chiffres sur l'axe vertical de droite, et ce sont les chiffres de la Banque centrale américaine. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Non, ce sont les chiffres de la Réserve fédérale. Et la ligne bleue s'oriente selon l'axe vertical de gauche et représente ce patrimoine financier en pourcentage par rapport au PIB américain, et nous pouvons tous le reconnaître. Même les aveugles peuvent le voir. D'habitude, ça représentait 4 à 5 fois le PIB. Aujourd'hui, c'est plus de 12 fois le PIB. C'est gonflé comme jamais auparavant. Et vous pouvez voir ça dans les marchés boursiers si vous regardez la valeur des actions américaines. Là, vous voyez encore un autre graphique avec le patrimoine net des ménages américains. Tout ça, c'est aussi des chiffres de la Banque centrale américaine. Là, vous voyez le patrimoine net des ménages aux USA en pourcentage des revenus disponibles, représenté par la ligne bleue et l'axe de gauche. Vous voyez que là aussi, c'est gonflé comme jamais auparavant, même plus gonflé que la dernière crise financière mondiale. Et là, vous voyez la valeur du marché des actions américaines. Là aussi, il manque quelques pourcents pour être au même niveau qu'en 2000. Lorsqu'il y a eu cette bulle financière gigantesque, lorsque tout le monde se posait la question de savoir quel allait être le nouveau marché. Aujourd'hui, lorsque je vais à la salle de sport, on me pose plutôt des questions sur les monnaies cryptées. C'est un peu comme à l'époque, quand il était question de nouvelles valeurs de marché. On disait « Ah, mais tu es le banquier d'investissement. Est-ce que tu ne veux pas m'acheter des actions pour 10 000 €? Et là, vous voyez dans quel océan de dette nous nageons. Et ces intérêts négatifs font que ça continue. Je sais qu'un autre conférencier parlera aussi de l'argent liquide, donc je préfère en dire moins là-dessus. J'aimerais seulement dire de ne pas croire la chef de la Banque centrale américaine qui disait il y a quelques semaines, en juin 2017, qu'elle part de l'idée qu'elle ne vivra plus une autre crise financière du temps de sa vie. Et elle a maintenant 70 ans. Ça veut dire que selon elle, nous n'aurons pas de bulle financière dans les 10 prochaines années. Keynes aussi a dit en 1927 qu'il n'y aurait pas de nouvelle crise de son vivant. En tout cas, en 1929, une grande crise économique mondiale a commencé. Et pour voir combien vous pouvez faire confiance à des employés de la Banque centrale, par exemple Bernanke et la Banque centrale ont dit encore en janvier 2008 qu'ils ne voient pas de risque de récession, et vous savez ce qui a commencé quelques mois plus tard. Je pourrais dire encore beaucoup de choses à ce sujet. Pour terminer, laissez-moi vous dire encore une chose sur les monnaies cryptées. Dans mon livre aussi, j'ai essayé de nommer dans une première partie les dangers politiques, et dans la deuxième partie, d'écrire justement quelque chose sur la protection du patrimoine. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Au sujet du Bitcoin, considérez que l'on ne peut pas exclure que ce soit des services de renseignement qui sont derrière la création du blockchain et de la monnaie cryptée. Le développement des monnaies cryptées, rien que la valeur sur le marché de monnaies cryptées est passée de 17 milliards de dollars environ au début de l'année à maintenant 240-250 milliards de dollars. Ça ne veut pas dire qu'il y a aussi du capital de même ordre de grandeur qui est allé réellement dans le Bitcoin. Personne ne peut vous dire le chiffre exact. Personne. Mais il y a beaucoup de capital qui rentre. Je sais de la part de commerçants de métaux précieux que des gens vendent même de l'or pour ensuite investir dans des monnaies cryptées. Je sais qu'il y a des médecins qui chargent des étudiants d'investir environ 100 000 $ dans des monnaies cryptées. Tout cela, je l'entends, et j'aime comparer cela avec le nouveau marché. Considérez simplement que ces monnaies cryptées sont tellement gonflées,
Et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire, afin qu'elle devienne l'aspirateur pour le capital. Les moyens financiers d'investisseurs qui aiment la liberté et qui se méfient de l'argent papier. Et réfléchissez vous-même. Les monnaies cryptées peuvent connaître un énorme essor encore. Les bitcoins peuvent monter à 10 000. Ils n'en sont pas loin. Ils peuvent monter à 50 000, 100 000, 1 million. Je ne sais pas, mais ils n'ont pas de valeur intrinsèque. Ce que tu ne peux pas toucher, tu ne le possèdes pas. Ceux qui veulent néanmoins acheter des bitcoins peuvent le faire. Ça, c'est la liberté et chacun doit décider de ce qui lui semble bien. Considérez que l'or et l'argent ont joué un rôle comme monnaie d'échange pendant des milliers d'années. Pensez à l'or et l'argent parce que s'il va y avoir une grande inflation. Et je pourrais encore vous montrer comment le prix de production monte au niveau mondial, comment un mélange inflationniste est en train de se créer. Peu de gens croient encore à l'inflation. C'est comme la bouteille de ketchup. Si vous la secouez une fois, il n'y a rien qui sort. La deuxième fois non plus. Mais au plus tard, la troisième ou quatrième fois, vous avez un gros tas de ketchup devant vous, et alors il y en a trop. Ça peut aussi arriver avec l'inflation. L'or et l'argent me protègent de l'inflation. Les actions peuvent nous aider tant que l'inflation ne déraille pas complètement. Les actions devraient aussi jouer un rôle. Ayez en tout cas aussi de l'argent liquide. Et il y a encore une chose, avant de finir, et là, j'aimerais vraiment finir. Ne vous laissez pas prendre en otage par les banques, par ceux qui essaient de vous convaincre de faire de grandes dettes et d'acheter des choses matérielles. S'il vous arrive la chose suivante, et ça, je dois encore le dire à la fin, si la Banque centrale américaine rehausse 2 à 3 fois le taux directeur, lorsqu'Obama était président, on l'a rehaussé qu'une fois un tout petit peu. Et depuis l'élection de Trump en novembre de l'année dernière, on a rehaussé ce taux directeur mi-décembre 2016, en mars 2017, en juin 2017. Avec une grande probabilité, on va le rehausser en décembre 2017. La banque américaine Goldman Sachs estime qu'on le rehaussera 3-4 fois l'année prochaine, et je crains que la plupart d'entre vous entendent ça pour la première fois. Ce n'est pas un reproche, vous savez. Je fais beaucoup de conférences, ce qui veut dire que si l'année prochaine des obligations de l'État et d'autres titres viennent à échéance, alors jusqu'en septembre, elle a de nouveau réinvesti la somme totale et donc défendu le stock de ces titres. Là, en octobre, elle a commencé à raccourcir son bilan tous les mois. Ça veut dire qu'elle achète moins de titres et le bilan est réduit chaque mois de 10 milliards de dollars. Dans le premier trimestre, c'est 20 milliards. Au deuxième trimestre, 30. Donc au troisième trimestre de l'année prochaine, on en sera à 50 milliards de dollars. Et si la Banque centrale américaine continue ça, alors elle peut faire exploser cette bulle dont je vous ai parlé. C'est pourquoi il est important que vous ne mettiez pas tous vos œufs dans le même panier et que vous n'achetiez pas que de l'argent ou de l'or, pas seulement du bitcoin. N'est-ce pas, vous les apôtres des monnaies cryptées et des bitcoins, n'achetez pas seulement des monnaies cryptées. Bien sûr, c'est valable aussi pour l'argent liquide, parce que l'argent liquide peut très vite disparaître. Et je vous ai partagé aujourd'hui la citation d'Edward Snowden. Réfléchissez-y bien. C'est pour ça que je vous le redis au sujet de l'argent liquide, si on le dit, la sphère privée m'est égale, je n'ai rien à cacher. C'est comme si on dit, la liberté d'expression m'est égale, je n'ai rien à dire. Réfléchissez-y. Je vous remercie très cordialement de ce que vous m'avez donné beaucoup plus de temps. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci d'avoir pu être ici et bonne continuation à vous tous. Et soyons des flambeaux lumineux pour la liberté. Ça fait du bien, merci. Merci beaucoup, Thorsten Schulte. Merci. Merveilleux. Ça, c'était aussi pour les spécialistes d'entre nous. J'ai eu un petit goût de déjà-vu quand vous avez parlé de ce jeu de cache-cache. Cette immunité dont les très grands profitent, ça m'a un peu rappelé la cour de l'école. Lorsqu'on jouait « Paf, tu es mort ». Non, je vis encore, je suis invincible. C'est comme de grands enfants, n'est-ce pas? Mais là, il est question vraiment de très grandes choses. En tout cas, pour moi, une chose est claire, la manière dont vous avez été attaqué en public montre que ce livre est important. Ce livre est important. On doit le lire. Merci, merci. Merci beaucoup pour votre exposé. Merci beaucoup.